Nous allons commencer en présentiel avec Joana Carvajal González et une communication donc, de Aix-Marseille et Université d'Antioquia, excusez-moi, historienne de l'art et du théâtre de l'Université de Bologne, qui est actuellement doctorante en études latino-américaines au CAER, c'est ça, le Centre aixois d'études romanes d'Aix-Marseille Université, et qui est en co-tutelle avec la faculté d'art de l'Université d'Antioquia à Medellín, en Colombie, qui va nous parler du Graffitour, une galerie à ciel ouvert inspirée des mémoires du quartier San Javier à Medellín, en Colombie. Et je laisse ma place à Joana pour 20 minutes. Merci Diana pour cette présentation et bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter, comme disait Diana, je vais vous parler du Graffitour. C'est une expérience, une galerie à ciel ouvert inspirée des mémoires du quartier de San Javier dans la ville de Medellín en Colombie. Tout d'abord, je vais vous faire une contextualisation historique de la création de ces quartiers dans les années 70. Et puis, je vais vous faire voyager à travers ces pratiques de street art d'un collectif d'artistes qui a trouvé dans l'art une alternative à la violence, pour ensuite parler plus ponctuellement des politiques culturelles de la ville de Medellín et qui ont fait possible, disons, ces pratiques au sein du quartier. Donc, le quartier San Javier s'inscrit dans la Comuna 13 de la ville de Medellín. La Comuna, c'est une manière de diviser tous les quartiers dans la ville. Donc, c'est ce qu'on appelle en français une bidonville. C'est un quartier périphérique de la ville de Medellín où des populations dans les années 70 sont venues de plusieurs parties de la Colombie, notamment du côté pacifique, c'est-à-dire des communautés afro-colombiennes qui se sont placés dans cette zone de manière illégale, occupant ces territoires par besoin d'un logement pour être plus proche de cette ville qui était les promesses des différents futurs, disons, de promesses de futurs meilleurs. C'est ainsi que des populations, des familles entières ont peuplé cette zone. Et géographiquement, c'est important de dire que c'est un emplacement stratégique pour tout ce qui est le trafic illégal, que ce soit des drogues, que ce soit d'armes ou autres, car il se trouve entre la ville de Medellín et le passage vers la mer, c'est-à-dire un canal, disons comme ça, stratégique pour ce type d'activité. Aussi car l'État, disons comme ça, abandonne ces genres d'endroits qui sont périphériques où il n'y a pas une attention et une présence véritable de l'État. C'est ainsi que cette cocotte minute a commencé à son ébullition, disons comme ça, tout au long des années 70 et 80 pour arriver à son maximum de pression dans les années 90, notamment avec le narcotrafic, où différents guérillas placés depuis les années 70 ont fait des alliances avec différents groupes illégaux et ont pris, disons comme ça, les pouvoirs et le relais dans les tâches que normalement l'État devrait recouvrir. C'est ainsi que la population s'est retrouvée à avouer une certaine loyauté tacite avec ces différents groupes illégaux. Et cette tension sociale qui se sont créées, on va voir comment, de manière, disons, avec la même société civile, ces tensions, petit à petit, se sont allégées, mais ne sont pas encore disparues. Dans les années 2000, on a une intervention sous le gouvernement d'Álvaro Uribe Vélez. On a des interventions, des opérations militaires lourdement armées. On peut compter autour des 20 interruptions militaires dans le but de faire ce qu'on appelle en Colombie un nettoyage social. En d'autres mots, éliminer les personnes qui étaient censées être reliées avec la guérilla avec l'aide
des paramilitaires en alliance avec les forces militaires et les gouvernements. C'est ainsi que l'opération, disons, la plus connue a vu le jour en 2000, dans les années 2000, et s'appelait l'opération Orion, et qui a marqué fortement le quartier, notamment par la fosse commune la plus grosse du pays, qui s'appelle La Escombrera. C'est ces sortes disons, de terrain qu'on voit ici, un peu sableux. C'est un endroit où autour de 300 personnes ont disparu lors de ces opérations militaires. Aujourd'hui, disons que ces crimes, ils restent en totale impunité, et en sachant que de là où j'ai pris cette photo, c'est le quartier, c'est-à-dire les habitants, ils sont cette vue sur leurs familiaux et leurs chers disparus. Bien, au milieu, disons, de ces histoires lourdes, difficiles et sans espoir, il y a le collectif Casa Colacho, et qui, dans les années 2000, on pensait l'art comme une alternative à la violence, dans un contexte où disons, l'éducation n'était même pas un choix, et où intégrer des groupes illégaux et des gangs, c'était, disons, à l'ordre du jour. Donc, au milieu de ces croisés, de ces frontières invisibles qui divisaient la Comuna 13, il y a, et où être jeune était un synonyme d'être un criminel, la résistance pacifique à travers l'art a fait que la population s'ouvre à différentes opportunités alternatives à la violence et une ouverture autre du territoire lui-même, en créant des liens possibles avec d'autres quartiers de la ville, d'autres villes en Colombie, et aussi des personnes, des visitants qui viennent d'autres pays aussi pour voir ce que je vais vous présenter tout de suite, qui est le graffitour. Le graffitour, ce n'est pas autre chose qu'une visite guidée à travers les murs de ces quartiers, murs qui ont été peints par des jeunes artistes du quartier, qui font parfois les visites guidées eux-mêmes, les récits des guerres qui sont derrière ces murales, mais ce sont des récits des habitants, et de manière, disons comme ça, très intuitive. C'est ce qu'on a beaucoup étudié dernièrement, notamment dans les post-accords de paix, notions comme la mémoire historique, les lieux de mémoire, etc. D'une manière très autodidacte, disons comme ça, et intuitive, ces gens, ils sont interrogés vraiment les mémoires plurielles pour raconter leur histoire, pour démontrer aussi la composition raciale, je m'excuse du terme, mais plutôt une composition des différentes ethnies qui habitent dans cette commune, et des différents espoirs, c'est-à-dire ces murales, ils démontrent aussi une envie de résilience, de réconciliation, sans oublier, disons comme ça, les horreurs que l'histoire a marquées chez eux. Il y a aussi des images et des murales de manière très symbolique racontent la perte d'enfants au milieu des feux croisés, et des histoires qui, derrière ces murales, racontent ses propres habitants. Donc, la naissance de cette idée, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, la naissance de cette idée est vraiment comme aller contre ce que Eliana Diegues appelle les politiques d'amnésie ou les politiques d'instrumentalisation de la mémoire. C'est-à-dire, c'était une envie de changer l'image de ces quartiers qui, pendant longtemps, pendant les années 90 et 2000, a été considéré comme le quartier le plus dangereux au monde. Et l'idée, c'était aussi voilà, de montrer ces narratives, ces récits qui racontent le conflit, les racines, les différentes ethnies, comme je disais tout à l'heure, et cet espoir de résilience. Aujourd'hui, cette
cette activité qui date déjà depuis 10 ans a créé une vraie activité économique pour les gens du collectif. C'est-à-dire, c'est une activité indépendante. Ils ne sont pas de subvention de la part de l'État ni de la mairie. Mais cette initiative qui attire, comme on voit dans la photo, qui attire beaucoup de touristes, beaucoup de curieux et beaucoup de personnes qui ont juste la curiosité de venir voir comment c'était ces quartiers qui, pendant longtemps, on nous a décrit dans les journaux comme un endroit perméable à toute visite. On se rend compte que l'État et la mairie a commencé à mettre en place des structures qui font que la visite se passe de manière pacifique, agréable pour les personnes qui les font, et aussi qui soit un bénéfice et un dialogue avec les habitants. C'est ainsi que une partie de cette économie indépendante, donc il y a la ressource économique de la entrée, disons comme ça, à la visite guidée, mais aussi une boutique du collectif qui crée des gadgets que les touristes peuvent amener avec eux. Donc, on voit par exemple la ligne d'habillement qui est offerte, mais aussi, voilà, il y a plein d'accessoires. Donc, cette boutique, elle est aussi une partie centrale de cette économie indépendante et qui s'ouvre aussi aux habitants. C'est-à-dire que les habitants du quartier, eux-mêmes, dans un quartier où la pauvreté est visibles, eux-mêmes, ils ont créé des initiatives pour générer une économie eux aussi. Donc, par exemple, les artistes qui sont les graffeurs du quartier, ils ont commencé à transmettre leur art dans d'autres supports pour que les gens puissent l'acheter et créer de cette manière des galeries. Par exemple, ici, on voit la Galeria 13, c'est une galerie où tous les graffeurs du quartier peuvent, et qui ont fait les murales peuvent exposer à la vente leurs œuvres sur un format beaucoup plus disons, plus gérable qu'un mural, en fait. Et bien, quels sont donc les antécédents qui ont fait que, les précédents, oui, qui ont fait que cette activité puisse être mise en place. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment les politiques culturelles peuvent dialoguer avec des initiatives de la communauté civile et peuvent se rencontrer sans forcément la communauté civile répondre à des besoins des politiques culturelles. C'est-à-dire, c'est une amalgame des besoins et des propositions qui va trouver, disons, un flou de vie dans les besoins de la communauté. En racontant sûrement des contradictions qui restent très visibles et très voilà, qu'on peut questionner. Tout d'abord, il y a le métro câble. Comme vous voyez, donc la Comuna 13, son emplacement, c'est dans une montagne. Et le métro câble, ça permet de relier la ville avec ce quartier périphérique d'une manière très, très rapide. C'est-à-dire, en 10 minutes, on est en ville. Chose qu'auparavant, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de moyens de transport. Pour la plupart, ces gens se transportent ou à pied ou à moto. Donc, les rues, elles sont très étroites. Il n'y a pas moyen parfois même de se mobiliser en voiture. Donc, ça, c'est un projet qui a été inauguré en 2004 et c'est une politique de mobilité et d'inclusion sociale. Ensuite, on peut parler en 2011, ont été inaugurés les escaliers roulantes, escaliers qui ont permis également une mobilité de manière verticale tout au long du quartier. Comme nous voyons à gauche, c'est la photo de la situation précédente à ces renouvellements urbains, et à droite, voilà le résultat. La chose, disons, un peu contradictoire, c'est que les escaliers sont bien pratiques pour les touristes, sauf que le quartier, il est pour la plupart habité par des ouvriers qui commencent leur journée avant que les escaliers soient allumés. Donc, ceci met un peu en discussion à qui va servir ce type de structure. Et voilà, de la même façon, quand ils finissent leur journée, c'est en dehors du fonctionnement des escaliers.
Nous savons aussi, de 2008 à 2011, il y a eu le mandat du maire Alonso Salazar, un écrivain par ailleurs que je vous recommande de manière très forte. Donc, il a fait comme une politique de mémoire déjà dans ces quartiers. Ici, on est dans un petit parc vraiment au cœur du quartier où ça s'appelle le parc Sergio Céspedes, qui est un hommage à un petit jeune garçon qui a perdu sa vie dans les feux croisés. Donc, cela permet d'être relié, disons, avec un passé, mais dans un environnement, comme vous voyez bien, coloré, qui raconte aussi une autre chose, que ce n'est pas juste la peine de ces conflits qui pèsent. Le projet Medellín se pinta de vida, c'est-à-dire Medellín se peint avec la vie, disons comme ça. C'était un projet qui a été fait entre 2012 et 2015 avec un lien entre la mairie et une entreprise privée qui s'appelle Pintuco, c'est l'entreprise plus grande des peintures en Colombie. Et donc, il s'agissait de faire un projet dans lequel il y avait un processus communautaire pour renforcer les sens d'appartenance avec les quartiers dans une stratégie d'urbanisme pédagogique. C'est-à-dire que c'était les mêmes habitants qui décidaient de quelle couleur peindre leur façade et créer de cette manière un lien social et d'appartenance avec le quartier. Il y a eu aussi des processus très importants qui ont abouti aussi à l'inclusion des jeunes dans cette sphère de l'art urbain, puisqu'il y a eu des processus de formation en technique d'art urbain. Et ça a été très, très important parce que Pintuco a été depuis un des partenaires les plus importants pour les graffeurs qui mènent différents projets, en sachant que voilà, pour faire un mural, il faut beaucoup de peinture et elle coûte assez cher. Bien, donc ici, on est dans ce qu'on appelle le plan de développement culturel qui a eu lieu dès 2011 à 2020, où qui avait par nom Medellín, une ville qui se pense et se construit à partir de la culture. Donc ici, il y a des concepts comme les droits culturels qui sont des conditions de création, de production, de distribution et d'accès à des biens et à des services culturels adaptés à la dignité humaine. Donc, comme tout à l'heure, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que le développement, on pourrait aussi se demander qu'est-ce que c'est que la dignité humaine, quand nous savons que, voilà, il y a des projets comme celui que je vous présente, dans un endroit où l'eau potable n'arrive pas dans tous les coins du quartier, où l'électricité elle-même n'est pas garantie pour tous les habitants. Donc, nous allons peut-être nous interroger sur la vraie question qui est à aborder, n'est pas une question esthétique, disons comme ça, mais c'est une question de fond qui pourrait être, disons, satisfait en premier lieu. Ensuite, nous avons une dimension culturelle du développement, une politique culturelle comme composante centrale de la politique du développement et de son rapport avec les politiques sociales et économiques. Donc, on voit bien que tout ça doit être intrinsèquement lié, les politiques sociales, économiques et culturelles, pour que ça puisse avoir du sens pour les populations, puisqu'on ne peut pas distinguer ces aspects de la vie des habitants. Et puis, on parle aussi d'un capital symbolique, et ça m'intéresse spécialement parce qu'on parle de la propriété qui répondent à des expectatives collectives socialement construites ou à des croyances des communautés elles-mêmes. Donc ici, dans le capital symbolique, on voit comment les communautés, les habitants de ces quartiers s'identifient entièrement avec les récits et les images des murales, qui par ailleurs ne demandent pas aucune permission, mais qui s'est fait de manière très amicale avec la mise à disposition de la part des murs à peindre de la part des propriétaires des maisons. Cette dimension symbolique, j'ai relis ça très rapidement avec l'accord de paix et tous les processus de mémoire qui se font dans une période de post-accord. Bien, ça c'est un autre projet qui a été fait afin que les touristes puissent déambuler de manière plus confortable, et ça a été fait vraiment suite à cette initiative du Graffitour pour prolonger aussi cette visite et mettre à disposition de nouveaux murs.
Bon, ici, on voit une plaque commémorative, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la Escombrera, qui répond aussi à ces pratiques de mémoire dont je viens de vous parler. Et puis, pour faire juste un clin d'œil à ce qui se passe dans la Comuna 13 en temps de pandémie, je tiens à dire que les graffeurs, outre à être des artistes autodidactes et très endurants dans leur pratique, ils sont aussi des acteurs sociaux et des acteurs, des leaders communautaires. C'est-à-dire qu'en temps de pandémie, ils sont créés en lien avec la communauté, qui sont déjà depuis des années, pour soutenir les habitants et leur donner leur aider avec les produits de première nécessité, puisque l'État ne l'a pas fait. Donc, quelque part, ce sont des acteurs qui vont faire un relais avec les tâches qui concernent au gouvernement. Et pour finir en beauté, je vais vous montrer quelques images d'aujourd'hui. Vraiment, il y a un mois que la Colombie est en train de manifester contre la répression pour la part des gouvernements, des violences policières, de la corruption et d'une politique oligarchique, contre des élites sociales qui protègent leurs intérêts avec le soutien des forces paramilitaires, pour une réforme donc, de la police, de la santé, de l'éducation et des retraites, voilà, et qui veut, on ajoute une couche encore. Donc, dans ce sens, ce qui m'intéresse, c'est vous présenter un peu quelle est la dimension vraiment symbolique, mais au-delà de la symbolique, des résistances qui se met en place dans toutes les villes du pays, avec un réseau assez organisé et ordonné des graffeurs qui aujourd'hui, disons qu'à une grande échelle, nous font vibrer avec ces messages de résistance. Donc, avec ces images, j'ai clôturé mon intervention et je vous remercie pour votre attention. Merci, Joanna. Merci beaucoup à Joanna pour cette communication et un grand merci d'avoir bien respecté le temps, puisque vous avez même fait moins de 20 minutes. Donc, nous avons eu ici une communication sur Medellín, cette ville colombienne qui a été au cœur de la violence pendant de nombreuses années. Et Joanna vient de nous présenter une communication sur le Graffiti Tour, donc c'est cette expérience de street art qui permet de poser l'art de la rue comme une forme de résilience, de réconciliation, voire de citoyenneté locale pour des habitants qui ont vécu dans des quartiers à l'histoire particulièrement conflictuelle et particulièrement complexe. Donc, on en reparlera tout à l'heure.